Peter Sagan ne gagnera pas Liège-Bastogne-Liège en cette année 2019 et pour cause. Cette année vraiment a marqué d'une pierre noire pour lui puisqu'il aura vraiment échoué systématiquement sur ses classiques de printemps. Il a abandonné mauvaise forme la semaine dernière sur l'Amstel et il se retrouve vraiment, je pense, fatigué, pas en forme, bref, c'est pas l'année Sagan 2019. Et donc, par contre, ce qui est à noter, c'est que c'est l'année d'un changement de profil pour cette course, pour la doyenne des classiques. Un nouveau profil pour un nouveau scénario, une nouvelle donne, quelque chose qui puisse redonner quelque part. C'est vraiment les questions qu'on se pose. De l'intérêt aussi à cette course qui, certes, avec une victoire de Bob Jungels échappée, protégée, un peu contrôlée par Alaphilippe, qui était peut-être le plus fort l'année dernière en 2018, et on se retrouve quand même avec les autres années un scénario limite ennuyeux, où finalement vous pouvez allumer la télé en bas de Saint-Nicolas et puis 10-15 minutes plus tard, bah voilà, vous pouvez éteindre. Donc c'était peut-être nécessaire de changer de parcours. Alors un petit passage quand même sur les vainqueurs des 15 dernières éditions. On voit notamment un Valverde qui en a 4, ce qui est quand même exceptionnel. On peut signaler dans le passé 2004, David Rebellin, c'est l'année du triplé. 2011, Philippe Gilbert, c'est aussi l'année du triplé. Amstel, Flèche, Liège. On a après des vainqueurs qui ont été un petit peu, comment dirais-je, contrastés. Un Simon Gerrans qui au final était presque la fin de sa carrière. Un Iglinski qui n'en a pas claqué beaucoup d'autres. Un Vinokourov, bon bah le dossier il est long sur Vinokourov. Bon, bref, il y a comme ça vraiment des choses pas emballantes au niveau des dernières années, et je crois que c'est pas mal de donner un nouveau souffle via un nouveau profil. À noter que, vous voyez, un presque recordman de vainqueurs, de victoires, puisque Eddy Merckx évidemment est à 5. Je dis évidemment parce que est-ce qu'on pouvait attendre quelqu'un d'autre qu'Eddy Merckx en tête des victoires sur Liège-Bastogne-Liège. Moreno Argentini, il a la particularité d'avoir gagné sur l'ancien parcours, c'est-à-dire avant 1990, et sur ce qui était le nouveau parcours avant le changement de cette année, en 91. Donc quand même pas mal. Valverde, ses 4 victoires, elles sont arrivées à Anse, quoi, par exemple. Voilà. Merckx, c'était encore une autre époque. On commence à être presque 50 ans, en tout cas 40, 50 ans en arrière, ça commence à être la préhistoire. Non, ce qu'il faut retenir à mon sens, c'est que l'enchaînement intéressant, il est à partir de 95 km de l'arrivée, à partir de la côte de Mont-le-Soir environ. On peut imaginer que si certaines équipes souhaitent enclencher des grandes manœuvres, elles le fassent à partir, par exemple, de la côte de Vannes ou alors la côte de Stoke au kilomètre 176, par exemple. Enchaînement avec la côte de la Haute Levée, qui peut être aussi un endroit où les choses se décantent pour ceux qui ont envie, je dirais, de devancer les hostilités parce que sur une accélération finale, ils se sentiraient pas tout à fait capables de suivre un Alaphilippe par exemple. Voilà, et puis sinon, on peut quand même fortement penser que les hostilités se déclenchent pour ce qui est des leaders, des favoris, plutôt dans la côte de la Redoute, voire plus tard, si la course est cloisonnée, dans la Roche au Faucon, qui sera la dernière difficulté. Ce qui est intéressant sur ce profil, c'est que ça fait un petit peu penser, toute proportion gardée, à Milan-San Remo. Dans le sens où, bien sûr que tout ce qui précède n'est pas identique, ça n'a rien à voir, ok. Mais
C'est une épreuve qui fait directement appel à la faculté d'endurance, de résistance à l'effort des coureurs, à leur intelligence tactique aussi, à leur patience, et qui se termine après une descente consécutive à une difficulté qui arrive au moment où les organismes sont particulièrement touchés. Voilà, c'est en cela que je trouve qu'il y a une petite ressemblance. Après, la côte de la Rochefoucauld, au niveau du pourcentage, elle n'a rien à voir avec le Poggio sur Milan-San Remo. Hein, donc, il faut, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il n'y a pas des comparaisons outre mesure à faire, mais il y a quand même ce scénario où on peut imaginer un groupe d'hommes forts se dégager dans la Rochefoucauld et ensuite régler la question au sprint. En tout cas, moi, c'est vraiment ce scénario auquel je pense parce que j'ai plutôt l'impression qu'on aura un Liège-Bastogne-Liège qui a toutes les chances d'être relativement cloisonné malgré le changement de parcours. Voilà, c'est une impression qui vaut ce qu'elle vaut, c'est-à-dire pas grand-chose tant qu'on n'aura pas vu. Les inscrits. Les inscrits, j'en ai extrait une partie, j'en ai extrait quelques-uns que je pense être, pour cette première partie de la liste des inscrits, des gens sur lesquels on pourra éventuellement compter sur le final. Alors, au lieu de parler de ce que j'ai mis dans la colonne de droite, je vais vous parler de ceux que j'ai pas mis et que j'aurais pu mettre. Au premier rang d'entre eux, vous avez vu, j'ai retenu que Kreuziger pour la Dimension Data, alors que Valgren, s'il se réveille un jour, et Gasparotto, ouais, éventuellement Gasparotto, il peut y avoir un Gasparotto qui joue un rôle. Hein. Du côté de la Bora, donc où il n'y a pas Peter Sagan, on l'a suffisamment dit, pourquoi pas imaginer un Davide Formolo qui peut-être arrive avec ses qualités sur fort pourcentage à suivre le mouvement. C'est pas inenvisageable. Du côté de la Bahrain Merida, j'ai pris Nibali, mais finalement, est-ce qu'un Matej Mohoric, s'il n'est pas cramé, attention, hein, s'il n'est pas cramé parce qu'il a fait un paquet d'efforts, il a tout enchaîné là, hein, les classiques, est-ce qu'un Matej Mohoric ne pourrait pas éventuellement jouer un petit rôle, voire un grand rôle? Est-ce que du côté de la Sunweb, est-ce que je crois pas trop en Tom Dumoulin honnêtement sur un Liège-Bastogne-Liège, hein, mais de par sa faculté de par sa manière de grimper en fait, c'est plus quelqu'un qui regarde ses données cardiaques et qui monte à son rythme. On le sait, c'est pas quelqu'un qui a du punch comme d'autres. Il me semble que c'est pas réellement du moulin qu'on peut attendre sur Liège. Marc Hirschi peut profiter, comme il l'avait fait sur le Tour des Flandres, d'une échappée et au final se retrouver à jouer une place. C'est pas inenvisageable. J'ai enlevé Tim Wellens de la liste parce que Wellens me semble hors de forme et la Lotto Soudal d'ailleurs en général est vraiment en grande galère. Finalement, le plus en forme me paraît être Björn Lambrecht et Jelle van Endert, au final, un petit peu trop souvent un feu de paille. Donc là aussi, j'ai pas envie d'y croire. Du côté de la Astana, ben, j'ai retenu Fulsang, mais attention à Yoni Zaguirre qui a quand même des bonnes jambes. Lutsenko me paraît un petit peu essoufflé après un début d'année très intéressant. Je ne pense pas réellement que Van Avermaet puisse suivre dans les difficultés et je crois qu'à l'image de d'autres Flandriens, il arrive un petit peu en bout de course. Je ne pense pas à Van Avermaet sur le final. Du côté de la Deceuninck, je pense très clairement que Jongels et Mas, pour ne pas parler de Cavagna, de Venas, Seri et Vakok, hein, vont être là en tant qu'équipiers, très clairement, et que s'il peut y avoir éventuellement une carte pour Gilbert, c'est quand même tout pour Alaphilippe. Voilà. FDJ n'a pas encore bouclé son effectif, mais je ne pense pas qu'il puisse jouer un rôle. Je ne crois pas du côté de la Mickelton Scott en Adam Yates. Ok, on pourrait y croire, hein, très sincèrement, je respecte tous les avis. Albazini, hein, il y a quand même un passé sur la course, il a été une fois deuxième, mais j'ai pas envie de croire tellement en ça. Ensuite, du côté de la Education First,
Je pense par contre que Michael Woods est à surveiller très clairement. Et puis du côté de la Jumbo-Visma, s'il faut en sortir un, je penserais plus particulièrement à 2+, qui connaît ces courses-là, qui en a probablement... Il a peut-être la caisse pour aller jouer un top 10, quoi. Voilà, et puis pour ce qui est de la Katusha, je pense que Polite, à l'image de d'autres, a beaucoup donné, ne, ne sera pas dans le final, ça monte un petit peu trop pour lui. Bataglin, pourquoi pas, j'aurais pu Bataglin, à la limite, ça me paraît être la meilleure chance, Bataglin là-dessus. Euh, du côté de la Sky, on a eu des changements d'effectifs encore les derniers jours, là, Moscone n'est finalement pas venu, etc. On a Tao Gegenhardt qui est en très 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 grande forme suite au tour des Alpes, qui peut jouer un rôle d'équipier assez précieux. Mais pour moi, c'est vraiment Kvyat. Puis bon, respect à Pouls, ancien vainqueur. Jamais mépriser les anciens vainqueurs. Voilà. Donc pour la Trek, éventuellement, j'aurais pensé à un Ciccone ou à Nicola Conchi, mais pas trop confiance. Et puis du côté de la UAE Emirates, ah par contre, il y a du monde. Hein. Ils sont venus avec des gens qui peuvent vraiment... Voilà, j'ai pas cité par exemple un Ulissi, mais Ulissi, il a vraiment la possibilité de se glisser. Hein. On sait que c'est un coureur assez endurant. Donc voilà, les favoris sont là. On a extrait une liste là de 9, 10, allez, mini vingtaine entre 15 et 20 coureurs. Puis après, je vais en barrer selon des critères que je vais vous expliquer. L'impression que Matthews sera peut-être un petit peu éloigné de son pic de forme, que Kreuziger n'est pas vraiment dans le coup, que Wout Poels va jouer pour Kwiatkowski, que Lorenz de Plus n'aura peut-être pas au final la caisse pour tenir le coup et que Pogacar jouera peut-être la carte Dan Martin du côté des UAE Emirates. Et donc quand on retire d'autres noms, eh bien attention, là ça commence à être tangent. J'enlève Lambrert parce que je ne suis pas persuadé qu'il ait l'endurance nécessaire, il est encore très jeune. J'enlève Bardet, pourtant en forme, hein, parce que je crois qu'au final ce sera peut-être encore une fois un petit peu trop difficile, notamment aussi au niveau de l'endurance pour Romain Bardet. Là ça commence de toute façon à être très très discutable. Hein. Charman, euh, fort à parier que ça lui convient moins, ce Liège lui convient moins qu'une flèche wallonne par exemple. Je suis assez persuadé de ça. Un Michael Woods ou un Alejandro Valverde, ah, ceux-là c'est vraiment ceux que je barre en dernier, hein, parce que Valverde il m'a pas l'air en forme et que Michael Woods je l'ai trouvé peut-être encore un petit peu à court de jambes sur l'Amstel. Pourtant, on a vu au championnat du monde que Valverde comme Woods sont des clients sérieux, bah, Bardet aussi, sont des clients supra sérieux dès que l'épreuve dure, mais c'est pas le feeling que j'ai là pour cette course-là, donc voilà, on va donc déboucher sur ce top 6. Ouais, parce que je crois que vraiment il y a personne qui pourra empêcher à la Philippe de gérer sa course. Et ni même le Kvyat, ni même Dan Martin. Je vois volontiers une petite arrivée là à 3 ou 4. Même avec Fuglsang, possible qu'il arrive avec. Arrivé à 4, sprint réglé par Alaphilippe et basta cosy. Hein. Et derrière, quand même, je n'exclus pas qu'un Gilbert joue un rôle parce qu'on a vu à quel point il était résistant. Maintenant, il faut voir à quel point il a puisé dans Paris-Roubaix, puisé dans ses réserves et que au final, il pourrait se retrouver quand même amoindri, quoi, hein, comme les Flandriens. Hein, parce que au final, c'est le seul Flandrien que j'ai retenu parmi les 6. C'est peut-être justement celui que j'aurais peut-être pas dû mettre, on verra bien. Et Nibali me semble être un profil de coureur qui peut tout à fait avoir un objectif prioritaire sur Liège et ne rien avoir dit. Attention à Vincenzo Nibali, certes il prépare le Giro, mais quand il a gagné à Milan-San Remo, il n'y avait personne qui pensait. Hein. Donc Nibali, on sait qu'il chasse les monuments. Hein.
à ce stade de la carrière, de toute façon, il chasse les grands tours et les monuments. Hein. Il va pas essayer d'aller gagner la course du coin. Hein. Voilà. Donc, voilà pour mon top 6. Et puis pour enfin avoir quelque chose d'un petit peu concret, même si ça reste totalement fictif, et évidemment, bah, je me suis dit, allez tiens, on va tester un peu avec deux, trois équipes différentes là, ce nouveau parcours de Liège-Bastogne-Liège. Je me suis procuré sur le groupe Eto un profil là déjà il y a un mois, ou je ne sais plus quand est-ce que j'ai récupéré ce profil. Puis j'ai commencé à tester, et puis j'ai voulu jouer à, vous savez, à perdu de, à perdu de vue là, hein, cette vieille émission perdue de recherche, disaient les inconnus. Où est Valgren? Gasparotto. Et puis, le problème, c'est qu'on s'est fait larguer là sur la première fois où je tente le coup. J'avais un Valgren qui pourtant aurait pu faire quelque chose, hein, je suis sûr. Hein. Je suis sûr d'avoir la possibilité. On n'est pas loin là. On n'est pas loin Gasparotto, parce que Valgren il est à Payolle. Hein. Mais Gasparotto, il a à deux doigts de reprendre dans le col du Rosier là, de reprendre le peloton, mais en fait, il le reprendra jamais. Les seuls qui l'arrivent à reprendre, en fait, c'est les attardés. Et puis le peloton, ça roule dur, hein. Ça roule très 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 dur. Or, bah, du coup, bah, on va suivre la fin de la course, mais sans coureur à moi, pour constater que dans la roche au faucon, c'est Michał Kwiatkowski qui va s'échapper, et puis on le reverra pas. On le reverra pas. Les favoris, alors il y a un truc qui me dire, t'as qu'à faire une start list. Oui, c'est vrai, c'est sûr, je pourrais faire une start list. Mais ça m'a gonflé, donc j'avais pas envie de me taper le truc de faire une start list, parce qu'en plus il y avait plusieurs équipes auxquelles, bah encore maintenant, là je suis vendredi soir, donc quasiment à nuit de vendredi à samedi, samedi 27 avril, la veille de la course en quelque sorte, on se retrouve avec plusieurs équipes qui n'ont pas encore publié les 7 coureurs qu'ils aligneront, donc bon, voilà, on va dire que de toute façon, les plus forts sont là, et c'est les plus forts qui joueront la course. Donc à partir de là, je me suis satisfait de ça. Mais bon, vous voyez, Geraint Thomas, Thibaut Pinot, etc. Et puis, quand même, vexé par ce fiasco total, je me suis dit, allez, tu retentes avec Valgren, parce que je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire. On va voir si c'est le cas ou pas. Alors, donc cette fois-ci, on n'a pas raté le bon wagon. On est bien bien à l'avant. Hein, et par contre, il y en a un qui a raté le bon wagon. Vous allez voir l'effort monstrueux qui va être fait par Alaphilippe pour rentrer sur le groupe. En fait, il y avait eu une espèce de cassure. Attention sur ce parcours aux cassures. Hein. Là, je vous le dis, quand vous le jouerez, ou si vous l'avez déjà joué, dites-moi ce que vous en pensez. Il y a certaines cassures. En fait, il faut rater aucune difficulté. On n'a pas le droit à l'erreur dans ce Liège-Bastogne-Liège nouveau profil. Si on se rate sur une montée, il y a moyen de passer à la trappe et d'avoir toutes les peines du monde à recoller. Sauf si on s'appelle Julien Alaphilippe. Parce que il était distancé, et maintenant c'est lui qui passe à l'attaque. Quasiment lui qui passe à l'attaque dans le final, ou en tout cas là on était sur la redoute, on va approcher de la roche au faucon. Vous voyez que mon petit Valgren là, il est calé là, il est calé, il reste aux aguets. Et puis dans la roche au faucon, bah évidemment, départ de Julien Alaphilippe, Gianni Moscon qui rebelle, Kwiatkowski aussi. Punaise, on a réussi à raccrocher. On a réussi à raccrocher Alaphilippe. On est dans un groupe de 4 qui peut éventuellement. Eh ben non, ça rentre. Ça rentre. J'allais dire qu'il peut se disputer la victoire. Et regardez, ça rentre de l'arrière. Vous allez voir que c'est pas anodin ce que je signale là, parce que je l'ai pas vécu qu'une seule fois. Donc on était à 4, ça pouvait partir, le coup était très très bon. Ah ben non, les collègues, que ce soit Kwiatkowski ou Alaphilippe, Valverde, qui sont là pour gagner, ils arrêtent de rouler. Ils ont arrêté de rouler. Donc voilà, génial.
Et puis du coup, l'histoire, elle va se régler au sprint. Et puis c'est vrai qu'au sprint, bah mon petit Valgren là, il a pas non plus la meilleure pointe de vitesse de ce groupe-là, hein. À la Philippe Lamport devant le Valverde et même Gianni Moscon nous a coiffé. Après 4 avec Valgren, moi je suis plutôt content, hein. Plutôt content parce que je trouve que c'est pas mal. Après, il faut arrêter Thibaut Pinot qui tape Kwiatkowski. Ils ont aligné Roglic aussi et tout. Bon, un petit craquage de l'IA, on sait que c'est aléatoire, de toute façon, tout ça, donc faut pas se prendre trop la tête. Vous voyez la Education First, parce que je l'ai tenté avec Michael Woods. La Education First, eh ben, eh, là, au moment où je parle, il y a encore que 4 coureurs sur 7 qui ont été désignés. Donc, bah, c'est un peu lourd. C'est limite lourd, hein, de pas savoir. Après, je pense que peut-être qu'ils ont des bonnes raisons, hein, de pas publier. C'est comme la FDJ, c'est comme la Team CCC, hein, qui a pas encore signalé quels étaient les coureurs. Mais bon, voilà, du coup, j'en ai un petit peu dans l'incertitude. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai aligné les 4 qui étaient déjà forcément inscrits. Puis j'en ai rajouté 3 autres qui me paraissaient pas totalement incongrus pour participer à Liège ce dimanche. Voilà, on verra bien. Donc, à signaler du côté de la EF, Michael Woods, il a vraiment un joli profil, hein. Il est magnifique, hein. Il est magnifique. Et il y a aussi le dénommé Quincy, là, qu'on a vu pas mal briller les dernières semaines. Quincy, c'est un bon coureur maintenant. Bon, est-ce qu'il peut nous porter? Il y a Clark aussi, voilà, Clark. C'est plus à Clark que je pensais d'ailleurs. Clark, il n'a pas été mauvais les derniers temps. Donc, est-ce que Woods va pouvoir accrocher là encore le bon wagon? Allez, on est dans la redoute. Vous avez vu, ça attaque déjà. Ça avait déjà attaqué les favoris avant. Là, il replante une accélération. Et puis, pour l'instant, Woods arrive à suivre, sauf là, maintenant, dans la Roche au Faucon. Regardez comme il se fait bouffer sa barre rouge par cette accélération des favoris. On a Alaphilippe qui se détache. On a aussi Kwiatkowski qui n'est pas loin, puisque voilà, il démarre. Ok, c'est Dan Martin, hein, qu'on voit intercaler. Kwiatkowski arrive à faire un rush. Pas évident, pas évident. Et puis nous, on est dans un groupe comme ça, là, de 7 ou 8 coureurs qui ont toutes les raisons d'essayer de mener une poursuite endiablée, hein. On va pas se regarder dans le blanc des yeux. Eh ben si. Ça se regarde dans le blanc des yeux pour, je sais pas, peut-être que la 4e place les fait rêver. C'est Ivan Garcia Cortina qui va la prendre. Moi, j'ai boycotté le sprint. J'ai boycotté parce que ça m'a trop gonflé en fait. De toute façon, Woods au sprint, voilà, hein, on a compris. Après, il y a aussi la faculté d'endurance et d'accélération qui joue sur une course comme celle-là, mais je m'en fiche totalement. On n'est même pas en mode carrière, j'ai pas d'objectif. Moi, c'était top 3 ou 4 ou rien, quoi. Et en l'occurrence, ben rien. Donc, Woods a résisté. Quid de Wellens? Parce que, quand même, un petit fond d'affectif Lotto-Soudal qui ressurgit, et je me dis, et alors, qu'est-ce que ça donne avec Tim Wellens? On a aligné la vraie équipe qui sera pour Lotto-Soudal alignée dimanche. On n'est pas trop mal, je trouve, parce que Lambert, Van Endert résistent globalement correctement et pourront apporter à un moment donné un soutien à Tim Wellens, mais quand même, c'est pas évident, hein. Tiens, si je peux faire une remarque sur ce nouveau parcours, je le trouve beaucoup plus fatigant que le précédent. Fatigant au sens où la barre des coureurs se retrouve entamée plus vite, plus fort, si j'ose dire. Voilà. Donc là, on est déjà dans la redoute. Donc la redoute, c'est la vraie grosse avant-dernière difficulté, hein, de ce parcours. Voilà. Échapper. Moi, je me dis qu'on va revenir tranquille, hein. On va revenir au train, donc on s'affole pas. On va plutôt miser sur un effort moins violent. J'aurais pu essayer de prendre la roue avec Wellens, mais là je préférais jouer comme ceci.
Surtout qu'on a encore de l'équipier, donc je savais que si je prenais la roue, j'allais les fusiller en fait. Je préfère à la limite les faire rouler pour essayer de revenir. En plus, on a d'autres gens qui roulent. Là, il y avait Yates, Molema, Formolo, il y a le Kvyat hein, qui est avec nous. Hein. Il n'est pas échappé, hein, donc voilà. Alors, il y a encore un petit espoir de revenir soit dans la roche au faucon, soit un poil avant. Mais ça va être plutôt dans la roche au faucon que je vais faire produire un gros effort à Tim Wellens pour essayer d'aller reprendre les 3 hommes à l'avant. Donc à l'avant, on a Valverde, Alaphilippe, Dan Martin. On retrouve toujours les mêmes. Donc bah tiens, allez, on va prendre la roue de Alaphilippe parce que il me paraît être le mec dangereux sur cette course-là. Tiens donc, quelle originalité. Regardez, c'est pareil que tout à l'heure. On était à 4, il y avait un coup qui était génial à jouer, et les mecs se sont arrêtés de rouler. Ce qui fait que du coup on se retrouve de nouveau à une dizaine. Bon là un petit peu moins, mais on se retrouve un peu trop nombreux à mon goût. Tu as vu, c'est Michael Woods là qui est revenu. Énorme, il est énorme Woods. C'est pour ça que je suis moyennement content de ne pas avoir réussi à, je ne sais pas, à faire une différence juste avant là quand je jouais avec lui. Bref, toujours est-il qu'on a basculé avec les favoris. Je vais tenter une attaque dans la descente. Parce qu'on sait que Tim Wellens, il a la capacité comme ça de tenter des trucs, même si c'est pas le même Tim Wellens que dans la partie d'Auto-Soudal. Hein, il faut quand même être franc. Hein. C'est d'ailleurs pas le même Tige Benoît non plus. Hein, quand on regarde les notes, la database 2019, elle a saboté les notes de certains, mais attends, à juste titre. Hein. En tout cas, je fais confiance. Et puis là, il va se passer un truc totalement improbable, c'est que Valverde, ah bah écoutez, Valverde, on est à 1,5 km de l'arrivée, Valverde, on va le laisser partir. Tout va bien. Je veux dire, il n'est pas dangereux. C'est pas un mec qui a gagné 4 fois Liège. Et du coup, bah, à la Philippe 2, Wellens 3, et voilà, on s'est regardé dans le blanc des yeux, Kwiatkowski 4. On a quand même compris que ça tourne toujours autour des mêmes, hein, c'était pour ça que je voulais vous le proposer avec plusieurs coureurs. On a compris que ça tournait toujours autour des mêmes gars. Maintenant, est-ce que il en sera de même dans la réalité? Je tendance à penser que oui, pour ce qui est d'Alaphilippe, de Kwiatkowski et de Dan Martin, voire peut-être que j'ai oublié Valverde. Je lui souhaite, mais je n'y crois pas réellement. On n'est pas dans un jeu. Voilà. Donc on va attendre cette course. On va bien l'apprécier. J'espère qu'elle ne sera pas trop cloisonnée comme je le crains, parce que je pense que la De Koenig a vraiment les moyens en fait de verrouiller tout ça et donc d'emmener à la Philippe le plus loin possible en sachant que dans le final ce sera lui le meilleur et finalement jouer cette carte là quoi plutôt que la carte de faire partir quelqu'un avant etc. Je sais pas, je sens plutôt le truc cloisonné parce que Kwiatkowski n'est pas le type à attaquer de loin, Valverde non plus, Alaphilippe se méfiera de faire une erreur, Full Sang peut peut-être foutre le bordel et peut-être, je ne sais pas, accélérer les choses. Dan Martin aussi est capable d'essayer de partir. Nibali aussi est capable de frapper un coup à un moment donné. On sait jamais. On peut imaginer tas de scénarios, mais je vous dis, je crains plutôt le truc cloisonné, arriver à 5 ou 6 et Alaphilippe nous règle tout ça au sprint. Écoutez, c'est tout le mal qu'on peut lui souhaiter. Je vous dis à très bientôt et excellente course à tous. Bye bye.